Hello, hello les amis. Hello. J'ai dû recommencer plusieurs fois mon démarrage, alors j'espère que je ne vais pas être trop éteinte. En tous les cas, je vous salue absolument et j'espère que vous allez super super pour cette pleine lune en Scorpion. Pleine lune du 24 avril 2024 à 1h49 heure française et à 4 degrés 18 du signe du Taureau, dans lequel nous avons la grande conjonction Uranus-Jupiter, qui est la grande conjonction de l'année, et Jupiter est passé de l'autre côté. Nous avions remarqué que Mercure, à ce moment-là, arrivait au dernier degré de sa rétrogradation, et vous allez voir, on va faire le développé du truc, que, en fait, Mercure est à peu près un peu partout, en filigrane ou je sais pas si on dit filigrane, ou bien en arrière-plan, ok. Le voilà, en arrière-plan, Mercure. Mercure, on a déjà parlé ensemble. Mercure, c'est le fripon divin. Mercure, il communique entre les mondes, et Mercure, il représenterait un peu celui qui, avec la pensée et la façon de penser, crée l'illusion. Ok, c'est le fripon. Le fripon divin. Ok, donc on va je vais réduire mon image. Je vais aller me mettre, je vérifie mon micro parce qu'il m'a fait une blague tout à l'heure. Et je vais aller me mettre dans ce petit coin-là. Que se passe-t-il, notre pleine lune en Scorpion, les amis? Pluton, évidemment Pluton. Parce que Pluton va faire un carré au Soleil et à la Lune. Alors vous savez, cette pleine lune en Scorpion, d'habitude, on l'appelle la pleine lune du Vesak, et pour laquelle on dit que les énergies christiques fusionnent avec les énergies bouddhiques, et que il y a comme ça un grand déversement de cette lumière, etc. Bon, moi je suis un petit peu de l'avis de Tapis Karma, qu'on avait parlé à une époque. En tous les cas, j'ai pas regardé, mais qui disait qu'elle n'était pas certaine de ce délire-là. Comment ça se fait que ça se passe en Scorpion, hein? C'est quand même pas le signe le plus lumineux du truc. Bon, en même temps, c'est les 2 derniers signes, vous savez, les 2 derniers travaux d'Hercule, en fait, hein. Taureau, le jardin des Hespérides, on va chercher les 3 pommes du jardin des Hespérides dans le monde, d'en haut, on pourrait dire, et puis le Scorpion, le monde d'en bas. Je te propose qu'on aille un petit peu vérifier tout ça, OK? Donc le Vesak. J'ai plein de post-it, les amis, j'étais dans une espèce de frénésie totale de post-it. Là, il fallait que je démarre l'enregistrement. J'avais des idées, des idées, des idées, vous savez, en mode prométhéenne, et la frénésie, hein. Je racontais d'ailleurs que frénésie vient de frêne, et que ça fait référence au mythe de Prométhée, sachez-le, par rapport au feu. Bref, le Vesak, ok. Alors, Pluton. Pluton, ouais, j'étais un petit peu revisiter les cours de Luc Bichet, évidemment. Et donc, Pluton, il nous dit, c'est un concentré, c'est l'obsessionnalité, Pluton. Alors, évidemment, on sait qu'il a comme action celui de la métamorphose, mais on va un petit peu développer le truc, parce que dans son côté ombre, Pluton, ça va être le fanatisme. Ça nous parle un petit peu de ce qui se passe quand même. Et dans son aspect lumière, ça va être la concentration et la persévérance. Pluton, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit les formes pour que la vie continue d'évoluer. Ok, donc il détruit les formes. Tout de suite, forme, on va tilter puisque le Soleil est en Taureau, que la conjonction Uranus-Jupiter est en Taureau également, et que le Taureau, bah, c'est un peu celui qui va construire la forme. Disons que Vénus est celle qui construit la forme. Vous savez qu'Héphaïstos, c'est le mari de Vénus, et Héphaïstos, c'est celui qui faisait fondre les formes parce qu'il savait que l'esprit était dans la matière même, alors que Vénus, version Aphrodite, va plutôt jouer sur le monde des apparences et de la forme. Donc, Pluton détruit la forme pour que la vie continue d'évoluer. Derrière Pluton, il y a la puissance de vie, de renaissance et de métamorphose. La puissance de vie. Ok, donc ça, on sait que Pluton, il est là en action actif, et très très actif, puisque sous cette forme-là, faisant un carré au Soleil et à la Lune, se positionnant comme l'acteur principal, on pourrait dire, de cette lunaison, maître du Scorpion qui plus est, on imagine bien cette histoire. Alors, évidemment, on va parler du Scorpion, mais pour parler du Scorpion, on va parler de Mars, hein, qui est le 2e maître du Scorpion. Et voyez-vous, Mars, vous savez, dans les signes, on a la maîtrise habituelle,
traditionnelle, on va dire, et puis la maîtrise ésotérique, c'est-à-dire, du point de vue de l'âme. Et du point de vue de l'âme, on va toujours parler d'une impulsion, en fait, vous voyez? Et Mars, en fait, le travail de Mars, on pourrait dire comme ça, c'est celui de servir le soleil. En fait, il a l'impulsion à servir. Et Luc Vigée nous ressort une phrase d'Alice Bailey qui nous dit: «Le désir est à la personnalité ce que le service est à l'âme». Voyez? Donc le service, en fait, un Mars upgradé, un Mars lumière, on va dire, c'est le guerrier qui a trouvé la cause qu'il est juste de servir. Ok. Alors j'avance un peu mon PowerPoint. Voilà. Pluton, Mars. Donc Pluton, Mars, on les voit, ils sont là, acteurs de cette pleine lune en Scorpion. Et puis on a, vous saviez, j'avais mis comme ça, je sais pas si vous voyez ma souris, je l'espère. On voyait donc, j'ai mis une forme un peu plus foncée qui prenait en fait au moment de l'éclipse les parties concernées. Et Vénus aujourd'hui se retrouve à l'emplacement où Mercure était. Okay, donc Vénus, elle a d'autant plus son importance finalement qu'elle est le maître du Soleil dans cette partie-là, vu que en fait c'est celle qui maîtrise le signe du Taureau. Alors Vénus, elle justement, c'est celle qui crée les formes. Comme je disais par rapport à Héphaïstos, il me semble que je viens de le dire, lui il fait fondre les formes et elle, elle crée la forme. En fait, qui fait fondre Héphaïstos, c'est Vulcain dans l'astrologie, mais en fait on ne le voit pas parce qu'il est tellement proche du Soleil qu'on ne peut pas le situer. Bon, il est au niveau du Soleil en fait, on pourrait dire. Et donc, qu'est-ce qu'on nous raconte du point de vue de Vulcain, d'accord? C'est-à-dire le Taureau, en fait, du point de vue de l'âme, c'est l'impulsion à faire. Voyez? Le Taureau, il est régi par Vulcain du point de vue de l'âme. Hein. Et donc, c'est la connaissance de l'énergie qui anime les formes. Et donc, ça fait référence à Héphaïstos. Alors, quelque chose qui est beau, nous dit Luc Vigée, donne une forme à l'ineffable. C'est manifester l'ineffable, l'invisible dans le visible. Voilà ce que Héphaïstos cherche à faire, ce que Vénus cherche à faire. Et Vénus nous dit aussi Luc Vigée, je vous balance un peu les post-it comme ça, Vénus ne sera plus le lieu du venin, parce qu'on est obligé de traverser notre propre venin. Alors ça nous parle quand même du Scorpion, évidemment. C'est la peur d'être abandonné. C'est quoi ce venin? C'est la peur d'être abandonné, c'est la possessivité, c'est tout ça. Mais Vénus va chercher donc à nous obliger à traverser notre propre venin pour exprimer on est obligé donc de traverser notre propre venin pour développer notre façon d'exprimer la compassion, l'amour du cœur dans la relation, du cœur de notre cœur, dans la relation intime avec l'autre. Et ça, tout de suite, ça fait référence au Christ, puisque finalement, entre la notion de Bouddha, qui est la notion de compassion, et même christique, ça c'est la compassion, mais la notion christique va rajouter sur cette notion de la compassion, la notion de la charité. Et Luc Vigée nous dit, le passage de la compassion à la charité, c'est le fait que l'amour universel est personnalisé dans la relation de personne à personne. Voyez? Et bon, c'est quand même intéressant d'aller jusqu'ici finalement, puisque tous les acteurs sont là, Pluton, Mars, Vénus, métamorphoser la forme, l'impulsion à servir une forme. Quelle forme? Eh bien, mon Dieu, une forme dans laquelle on aurait traversé notre venin pour arriver jusqu'à ce degré de la compassion qui était le 19e degré, là où j'ai mis un point jaune ici, là où est Mercure est proche, en conjonction avec ce point-là, on peut dire, celui de la nouvelle lune, hein, c'est quand même notre lunaison, là, d'accord? C'était la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Et eh bien, finalement, on avait été chercher les informations
concernant Bouddha, concernant la compassion. Et là, je vais lâcher les post-it parce que ça me fout un peu dedans, parce que je sais que comment dire, le développé du PowerPoint, je ne suis pas du tout en train de le suivre. Alors, on avait donc cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse solaire totale, c'était ici. C'est maintenant qu'on retrouve Mercure ici, vous êtes d'accord, souvenez-vous, hein, on vient de le voir. Et puis Mercure, il était au 24e degré, là où maintenant se trouve Vénus, pour cette pleine lune. Ok. Donc, nous avions énoncé du 19e au 20e degré, souvenez-vous. On était parti sur le degré sabian, le Yi King de l'astrologie, d'accord. Yi King que moi, j'ai beaucoup pratiqué en tant qu'adolescente et jeune adulte, parce que ça a été le livre qui m'a élevée, on peut dire. Eh bien, ça s'appelle le livre de transformation, hein, c'est le sous-titre du Yi King, et donc ça n'a pas tellement de sens de parler de un seul degré, puisqu'on est toujours en train de passer d'un degré à un autre degré. C'est le livre des transformations, vous voyez. Donc, on ne peut pas parler que d'un degré, on va du 19e au 20e degré, ok. Et le 19e degré, c'était quoi? C'était l'énergie créatrice. Alors, 19e degré, on avait le recours à l'énergie créatrice, la possibilité d'élaborer une nouvelle technique de perception. Voilà, moi, nouvelle technique de perception, c'est comme si on avait un degré rétrograde, hein, ça n'existe pas, mais c'est pour dire une nouvelle manière de. Vous voyez, on vient revisiter une nouvelle manière de. Et on le sait depuis longtemps, quand le Soleil et Vénus étaient ensemble ici, qu'il fallait chercher, il fallait sortir des chemins, en fait, vous voyez, pour oser notre différence. Ça, c'est ce que j'ai dit la dernière fois entre Jupiter et Uranus, dans l'idée, si vous voulez, de finalement aller chercher une nouvelle manière, d'accord, et de sortir des sillons de la pensée habituelle, des sillons de l'illusion, Mercure, et des sillons de la pensée dominante, qui fait que si vous ne pensez pas comme tout le monde, vous êtes un vilain canard qu'on va finalement moquer, hein, d'une certaine façon. Ok, donc ça c'est le 19e degré du bélier, d'acquérir un regard détaché des conflits sur la réalité quotidienne. C'est un petit truc en plus. Et 20e degré, je rigole quand je dis petit truc, hein. 20e degré du bélier, surmonter nos crises grâce à la compassion, vaincre l'impuissance. Comment vaincre l'impuissance? Puisque c'est, je veux dire, tout est fait pour que nous nous sentions complètement impuissants. Comment vaincre l'impuissance? Eh bien, c'est justement cette transmutation de la vie en amour. Oh oh! On s'y retrouve un petit peu dans mes post-it, même si c'est le vrai bordel. Il y a quand même des résonances, ok. Je ne vais pas forcément toutes les faire parce que des fois je me perds, mais je vous laisse faire aussi les résonances. Et je repars sur Vénus, post-it. Donc, on est obligé de traverser notre propre venin. Bon, ça nous parle beaucoup par rapport à au fait qu'on soit dans une pleine lune en Scorpion. Et on a dit que on passait de la compassion à l'amour du cœur de notre cœur dans la relation intime avec l'autre, c'est-à-dire la relation christique en fait, hein, puisque contrairement à une réflexion bouddhiste qui va être dans un pur détachement, c'est vrai qu'avec le Christ, on va être dans un pur lien en fait, hein. On cherche le pur lien, mais c'est quoi ce lien? Mais en fait, c'est le lien de la présence, les amis. Et la présence nous renvoie évidemment sur la non-dualité. Et j'ai paumé mon post-it pour en parler, évidemment. C'est pas grave. Ça va, il faut que ça me lâche. De toute façon, il faut que je lâche tout ça. So, qu'est-ce qui avait défini cette zone que j'avais grisée? Vous vous souvenez, on a Mercure d'un côté, la conjonction évidemment du nœud nord avec la nouvelle lune, et puis de l'autre côté, la licorne qui était passée en balance. Right? Alors, j'avance, pleine lune en Scorpion. Cette licorne qui était passée en balance, elle est revenue en vierge, et elle n'est pas revenue n'importe où, puisqu'elle est revenue au dernier degré, ma foi, de la rétrogradation que Mercure avait faite dans les signes de la Vierge. Vous allez voir que Mercure revient à chaque fois. Alors je continue, c'est pour ça que j'ai marqué un pointillé pour dire que, ouais, ok, cette zone délimitée que nous avions délimitée, elle se joue aujourd'hui, là, dans cette pleine lune en Scorpion, entre Mercure, Vénus, l'axe évidemment des nœuds, et puis eh bien finalement ce passage de la Vierge à la Balance. Et une licorne qui retourne dans le signe de la Vierge, c'est une licorne qui cherche une parfaite articulation entre la forme et la pensée, hein, on en a parlé comme ça.
articuler une forme avec une pensée, de manière à chercher une cohérence parfaite, parce qu'elle, elle est dans la perfection, la Vierge. Elle aime la pureté, en fait, d'accord, la perfection au sens de pureté. L'expression artistique est absolument ça, c'est-à-dire une articulation entre une forme et une pensée. Et en l'occurrence, quelle est la forme que l'astrologie cherche? Parce que là, l'astrologie est un art divinatoire, c'est un art divinatoire. Alors divinatoire devin, dans le sens de devin, mais pas pour le futur, je veux dire dans le sens de devin, pour le sens qui s'exprime, l'ineffable. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure si j'allais rechercher mes post-it. Heureusement, je l'ai sous la main. De connaissance de l'énergie qui anime les formes. Ok, qu'est-ce qui s'anime en ce moment? Et quelque chose qui est beau donne une forme à l'ineffable. C'est manifester l'ineffable, l'invisible dans le visible. C'est bien, les amis, ce que nous sommes en train de faire. Alors j'avance. Oui, souvenez-vous, donc là, en fait, vous voyez, je vais mettre un ascendant à cette pleine lune en Scorpion. Et cet ascendant, ma foi, il se situe au tout début du degré du Capricorne. Et ça, je ne peux pas m'empêcher d'aller rechercher dans les trucs d'avant la carte où on avait eu la conjonction Mercure-Soleil, la dernière rétrogradation de Mercure, hein, c'était fait ici. Et voyez-vous, ça s'était fait exactement entre le passage du Sagittaire chien du Sagittaire en Capricorne. Et là, maintenant, c'était la nouvelle lune du 12-12-23, donc la dernière lunaison de l'année 2023. Bon, et là, on est quand même dans des échos, vous voyez, ça nous fait écho. Il y a encore Mercure qui est en fond de lecture, vous voyez. Et, mais c'est ça que je voulais que vous voyez, c'est que quand on prend un ascendant, il y a, eh bien, ma foi, cette pleine lune, lune-soleil, sur cet axe merveilleux, milieu de ciel, fond de ciel, qui me fait revisiter les 4 croix que je vais vous redonner à chaque fois pour l'échelle de conscience. Alors, on va le faire en mode speed. Je voudrais juste faire un petit aparté pour dire que c'est pas parce que je parle de licorne que je suis déphasée de l'esprit et complètement New Age et compagnie. Hein, ok, je pourrais l'appeler à chaque fois la lune noire si vous préférez. Mais elle est tellement connectée version Lilith, version Nos plus grandes peurs, que, eh bien, moi, j'ai tendance à dire la licorne et j'en parle de manière très, très évidente, en fait, avec beaucoup de facilité, sans me poser la question de savoir si j'ai l'air d'une débile ou pas en parlant. Mais c'est pas grave et c'était un petit clin d'œil à mon ami Renaud, parce que, on n'est pas forcément, sur la même analyse et il y a aucun problème là-dessus, parce que je vais vous dire un truc, autant d'astrologie, autant, d'analyse, hein. D'ailleurs, vous voyez, en ce moment, on va nous dire, la super conjonction, Uranus, Jupiter, merveille, merveille des merveilles. Bah, écoutez, moi je reviens de la dispersion des cendres de mon associé. Je suis extrêmement impactée, mon ancien associé quand j'étais paysagiste, j'étais extrêmement impactée de ça et en 2000, la dernière conjonction qui était il y a 14 ans et on va la voir tout à l'heure, ben, c'était le décès de mon père, vous voyez? Donc enfin, je veux dire, chacun a, ses couleurs, OK? Il y a jamais en fait une grande, il n'y a que des questions qui se posent, OK? Il n'y a que des questions, il y a une forme de résonance comme le dit Luc Bugey, c'est le cœur qui résonne, vous voyez? C'est pas le raisonnement, hein, mais il y a du raisonnement, c'est vrai, parce qu'on formalise les choses, mais plus on, finalement, et ça c'est Mercure, le fripon, plus on essaye de dire les choses quelque part, plus on se paume, hein. Mais en même temps, on essaye quand même d'être dans un minimum de partage, on n'est pas encore tous complètement, télépathes, donc on va le faire comme ça. Croix des maisons, croix solaire, croix des nœuds lunaires, croix de la lune noire. Vous voyez, il y a 4 croix dans le thème et on va passer du plan métaphysique au plan de la personnalité, au plan du soi, au plan de l'expérience. Alors la dernière fois, j'ai raconté un petit peu plus de trucs concernant, par exemple, la croix solaire. Vous pouvez aller le voir dans la présentation de l'autre fois. Cette fois-ci, je vais vous parler justement de la licorne. Qu'est-ce que la licorne? En fait, la licorne, c'est la le fait que les énergies du chakra du troisième œil se soient torsadées avec les énergies du chakra coronal et que se torsadant ainsi vers un point unique, eh bien, elle définit cette licorne ce que veut notre âme. Alors là, on pourrait parler de l'anima mundi, l'âme du monde, et puisqu'on n'est pas sur une astrologie personnelle, mais sachez que quand vous venez me voir pour une analyse, c'est ce truc-là que l'on fait, on creuse, on creuse, on creuse pour savoir ce que votre âme veut vraiment et tout s'explique.
tout dans votre thème s'explique grâce à ce plan métaphysique, en fait. Et pourquoi? Parce que le plan de l'expérience qui se divise en 12 maisons qu'il va falloir habiter, milieu de ciel, fond de ciel, ascendant, descendant, entre autres, eh bien, l'étoile au-dessus de votre tête, le zénith, en fait, fait référence justement à cette étoile qui est l'étoile métaphysique. Et nous allons avoir le plan de l'expérience, la Terre, le plan du soi, le Soleil, le plan de la personnalité, la Lune, et on va aller de la Lune noire, c'est-à-dire de l'étoile intérieure à l'étoile physique, mes amis. Pourquoi est-ce que je vous refais ce délire-là? C'est parce que, justement, on est avec un ascendant sur Paris, eh bien, on se retrouve avec un axe qui est sur le milieu de ciel, fond de ciel, hyper précisément. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Ben, du coup, on va se dire, ben, ok, alors elle est où la licorne, hein, la fameuse? Eh ben, elle est là. Elle est dans le signe du Sagittaire. On quitte cette histoire-là du Sagittaire avec un ascendant Capricorne et on est dans la maison 9, la maison justement de la foi, la maison où on va être en résonance avec ce cœur de son cœur, cet amour dont on parle finalement parce qu'on ne parle que de ça. Et cette Vierge-là, eh bien, elle cherche à articuler une forme avec une pensée et on s'en étonne pas tellement. On peut remarquer aussi, alors moi je prends les calculs des maisons, je sais même pas comment ça se prononce, si c'est Cor ou Coche ou K-O-C-H, les amis. Pourquoi? Parce que j'ai entendu Luc Biget en parler un jour en disant que pour lui c'était la plus précise. Je ne suis incapable de vous dire pourquoi, mais je me suis calée là-dessus et j'ai remarqué pas mal de trucs et notamment vérifié vis-à-vis de mon thème à moi que j'étais pas très surprise de me retrouver avec un Uranus maison 12, les amis. Ce qui me signe quand même un petit mythe de Prométhée. Dans mon thème, je vous en ai parlé, d'où la frénésie que vous ressentez, et ce côté post-it de ouf, il y en a partout. Bref. Alors, ben vous voyez, finalement, il y a vachement d'acteurs dans cet axe intercepté. Alors, un axe intercepté sur un thème personnel, on va dire qu'il y a, il y a eu un passif d'avoir sous ou sur utilisé cet axe. Et l'axe, en l'occurrence, là, c'est l'axe relationnel. Alors, je ne sais pas vous dans votre vie, et puis l'axe du sens, je ne sais pas vous dans votre vie si vous avez été amené justement à vivre particulièrement soit des super relations, soit des relations complexes. Mais c'était un peu le thème quand même, hein, vous me direz. Moi, je sais que c'était plutôt compliqué dans l'ensemble. Voilà, donc on est revenu ici, d'accord, on est tellement sur cet axe-là qui vient chercher cette articulation entre la forme et la pensée que la voici notre licorne, licorne en vierge au dernier degré au dernier degré de la rétrogradation que Mercure avait faite dans le signe de la Vierge. Alors, je voulais signaler donc que nous retrouvions ce trait dont j'ai déjà parlé entre le fait d'expliquer peut-être l'ascendant Capricorne, on l'explique pas tellement, mais enfin, je veux dire, il y a au moins un écho, et puis le fait de dire que ben, les acteurs, waouh, tu me saoules bébé, que les acteurs Nenor, Mercure, Chiron, Vénus, mon Dieu, Chiron, eh bien, sont tous dans la zone de rétrogradation de Mercure, bien sûr. So, je continue. Là, vous voyez, je mets justement il y a 14 ans. Il y a 14 ans, on était aux alentours du début juin, en 2010. Eh bien, la conjonction Jupiter-Uranus se faisait pile poil au tout début du signe du bélier. Donc, c'était vraiment, j'ai envie de dire qu'on est parti pour tous les 14 ans à faire le tour du truc. Hein. C'est comme si c'était un très, 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 très grand cycle qui commençait. D'ailleurs, pour moi, la vie a s'est complètement transformée. Mon père est décédé, ça n'a plus jamais été comme avant. Ma vie n'a plus jamais été comme avant. Et je ne suis pas tellement surprise de ça. D'ailleurs, il y a Saturne en face. Pour moi, ça a été bingo. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et on est donc sur cette espèce eh ben aussi de manifestation entre l'horizon et le jour, la nuit. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe surtout que je voulais dire, c'est que justement, au moment de cette conjonction en 2010, eh bien, figurez-vous que Mercure était sur Uranus et Jupiter. Alors Mercure, c'est Uranus, c'est le degré, comment on dit déjà, euh, l'octave supérieure de Mercure. Hein. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Il vient chercher le mental supérieur, d'accord? C'est-à-dire
chaque fois que je l'ai raconté, les oiseaux de Stymphale, c'est-à-dire ces oiseaux d'or que sont les pensées de Dieu, c'est-à-dire la distinction en fait entre les idées et les pensées qui correspondent aux idées platoniciennes que Platon a développées, mais et qu'il avait lui-même emprunté d'un autre auteur dont je ne sais plus le nom. Et Mercure, les amis, il est encore là celui-là. Donc c'est pour ça que je cherche un peu à le mettre vraiment, à signifier sa présence. Et en l'occurrence, j'ai pas forcément toutes les réponses, ok? C'est juste pour dire que ce Mercure qui signe l'espèce de manière de se planter, d'être dans l'illusion de tout ça, euh, nous invite, on est tellement invité par la vie à sortir des sillons de la pensée pour trouver notre soleil, en fait, notre vrai soleil, c'est-à-dire non pas chacun son soleil, mais le soleil, hein, le soi, d'accord, la conscience, et réaliser le fait de sortir, comme dirait un Didier Weiss, de ce pauvre petit moi qui souffre, enfermé dans une tête, dans un corps, avec le sentiment d'être séparé du monde. Non, euh, tout aujourd'hui est quasiment en action pour faire vivre une grande, grande compassion, justement, et traverser nos peurs les plus profondes, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, pour articuler cette forme avec cette pensée nouvelle, vous voyez, cette pensée nouvelle qui permettrait enfin d'être dans ce mouvement de la vie, qui est le mouvement de l'amour, et non pas ce mouvement guerrier et à tout va, de défense, d'attaque. Et finalement, quand vous voyez le budget qui vient d'être voté, vous hallucinez quand même sur l'effort de guerre et la volonté de guerre, qui n'est absolument pas une volonté de paix, on sait très bien pourquoi. Voilà, parce qu'il y a des enjeux financiers et que finalement toute l'industrie qui est derrière se gave, on le sait. Donc, articuler une forme avec une pensée, les amis, c'est être soi-même acteur de tout ça, d'accord? Se détacher finalement, se désidentifier, hein, se désidentifier parce que le travail du scorpion, c'est ça aussi, c'est se désidentifier de ses émotions. Il a tout un travail à faire, ce scorpion-là, sur le fait de se réconcilier avec le genre humain déjà, hein. Il y a du taf, vous voyez, il y a du taf sur le chemin. En tous les cas, Mercure est avec nous. Je ne sais pas si ça va être utile pour tout le monde, ce truc-là. Si je suis pas partie dans tous les sens, les amis, j'ai pas tellement de conclusions à faire, si ce n'est que, voilà, moi, je bosse les enseignements de Luc Viger. Je les associe aussi à ma façon, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas juste comment dire, un scribe de Luc Viger. Mais voilà, bon, j'ai plusieurs consultations. Je vous laisse aller sur mon site pour regarder tout ça. Et je vous remercie. J'aurais aimé, c'est dommage quand même, rester sur l'image de la. Alors, vous voyez, nouvelle lune en scorpion, non, de la pleine lune en scorpion, parce que j'avais démarré mon début avec une nouvelle lune en scorpion. J'ai dit non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir m'énerver avec cette faute-là tout le long, hein. Mais c'est une pleine lune en scorpion, vous l'avez compris. Et voilà. Bah, Pluton, la métamorphose, bien sûr, la régénération version vie, et puis vous avez vu toutes ces grandes, 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 tout cette trame mercurienne qui est derrière, qui nous invite au fait de revenir à cette impulsion à penser finalement, et qui ouvre avec Uranus la question de comment je m'ouvre à la pensée de Dieu. Ok, Neptune va nous dire comment je m'ouvre à l'amour de Dieu. Pluton va nous dire comment je m'ouvre à la volonté de Dieu. C'est un peu le bordel. Bon courage les amis pour vous débrouiller dans tout ça. Peut-être il y aura des fils à tirer pour faire vous-même vos propres conclusions. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite une belle fin de pleine lune, enfin une belle fin de lunaison, d'accord? On se retrouve à la nouvelle lune prochaine. Et dans cette pleine lune qui arrive maintenant, ce sont des réajustements. On réajuste jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Et mes amis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao.